Alors, on calme le jeu. Premièrement, en fait, déjà, j'ai envie de dire, nous sommes l'adulte, en face, c'est l'enfant. Il faut quand même toujours bien se rappeler de ça. Et ce n'est pas parce que lui va présenter des particularités, que ce soit sur le plan cognitif ou comportemental, que nous sommes obligés de nous adapter à ces particularités-là qui ne sont pas bonnes. Donc, nous, en tant qu'adultes, parents, enseignants, intervenants, on calme le jeu. Le but du jeu, déjà, c'est que on arrive à s'entendre et de réussir à, deuxième point, Tu veux dire calme le jeu ou calme le jeu? calmer le jeu, le game. jeu. Vraiment, en fait, en disant que le but, c'est de sortir d'une situation qui va être problématique. Donc, en fait, on n'arrive à rien tant qu'on est dans une situation qui va être problématique. Là, on part donc que c'est l'enfant qui a un problème. Et du coup, l'enfant va, quoi qu'il en soit, se mettre dans une situation qui va être même parfois encore plus problématique. C'est dommage d'arriver à ce qu'il y ait des disputes, des conflits, des jouets cassés à la maison, tout ça parce que l'enfant va avoir des difficultés par exemple à écrire et que donc le moment du devoir est un moment qui vraiment pose problème à l'enfant. Ouais. Donc c'est dommage qu'après nous en tant qu'adultes, on finisse par gronder, punir l'enfant qui déjà lui-même en fait est en difficulté. Donc c'est, quand je disais on calme le jeu, c'est que si ça monte chez l'enfant, c'est crescendo et qu'on sent que c'est en train d'exploser comme un volcan, hein, c'est en train de... Et nous, on est encore adultes, on se dit, ok, déjà là, en fait, il y a quelque chose... Nous-mêmes? On calme la situation. On calme la situation, on ne se laisse pas nous-mêmes déborder par les émotions. On n'essaie pas d'imposer encore une fois. Mais on ne fait pas tout ça, c'est calmer... Je ne veux pas t'interrompre, non, mais dis-moi. C'est ça qu'on fait, c'est calmer la situation. Moi, je veux jamais augmenter le volcan quand mais mes c'est enfants... ce qui arrive. Moi, j'ai l'impression quand même la plupart du temps... Ok, donne-moi un exemple concret. L'enfant dans ses devoirs... L'enfant, il est dans ses devoirs... Ah, ça marche pas, j'aime pas ça! Ok, wow. On fait quoi comme parents, là? On essaie de comprendre. Du coup, c'était le deuxième point. En fait, c'est qu'on essaie de comprendre la personne qu'on a en face de nous. On essaie de comprendre l'enfant. Généralement, lorsqu'il y a ce comportement-là chez l'enfant, le parent lui-même, c'est après une journée de travail, donc lui-même, il a déjà en fait une journée de fatigue dans les pattes, et il a cette pression. C'est comme ça en fait ça se passe, c'est l'enfant qui est à l'école, mais le parent a cette pression du devoir qui doit être bien fait, des notes qu'il doit avoir et qui doivent être très très bonnes, et du coup le parent il va se dire mais si c'est pas compliqué, tu peux le faire, regarde, donc le parent va encore plus alimenter cette situation qui, tu l'as dit d'ailleurs toi-même en fait, c'est que le comportement n'est une conséquence d'un problème. Est-ce que concrètement, dans ta bulle de pensée qui est ici, là, ok, tu enlèverais, oh non, ça va être encore une soirée difficile, et il faut passer à travers, bon, et le devoir doit être fait, et tu remplacerais ça par, mon Dieu, mon enfant n'est pas bien, il est en train de surcharger, il est en train d'oublier le comportement et d'essayer d'aller tout de suite à l'hypothèse que s'il agit comme ça, c'est qu'il doit vraiment être à bout, mon pauvre enfant. Et là, peut-être... Sincèrement, oui. Okay, sincèrement, par rapport à tout ce que j'ai pu voir, je pense que c'est beaucoup plus bénéfique pour l'enfant. Fermer nos yeux sur le comportement. Pas dire mais de dire, ok, je vois que tu viens de barbouiller ta feuille. Mon Dieu, ça doit vouloir dire que tu dois être tellement pas bien en ce moment. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est trop difficile ou est-ce que c'est parce que tu es trop fatigué ou est-ce que tu le sais? Mais si tu le sais pas, on reste avec l'idée, t'es pas bien, puis là, on agit sur mon enfant n'est pas bien, plutôt que sur mon enfant a barbouillé son devoir. C'est ça. Ça serait tout ça? Parce que typiquement, en fait, quand je disais, en fait, encore une fois, calmer le jeu, c'était donc pour derrière ensuite comprendre l'enfant, essayer de comprendre l'enfant. Et ce qu'il faut jamais oublier, ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que l'enfant ne fait pas exprès. L'enfant ne fait pas exprès. Normalement, un enfant qui n'a pas de problème, que ce soit sur le plan comportemental, psychologique, émotionnel, cognitif, l'enfant, lui, il a envie d'avoir les meilleures notes possibles, il a envie d'être fier de ce qu'il est capable de faire, il a envie de vous rendre fier en tant que parent, il a envie de rendre fier ses enseignants, il a envie d'être le meilleur par rapport aux autres enfants de sa classe. On voit tout le temps, hein, les enfants qui sont là, moi je suis plus intelligent parce que je sais compter jusqu'à 100, moi je suis plus intelligent parce que je connais la capitale de tel pays. Donc il y a toujours en fait ce côté, si je suis bon, j'ai envie de le montrer, et ce qui est très bien, ce qui est tout à fait normal en fait, hein, parce que ça permet de pouvoir valoriser l'enfant. Donc si il montre s'il est acteur d'une situation qui devient problématique,
normal, il y aurait fort à parier que l'enfant ne fait pas exprès. C'est qu'il y a quelque chose en fait qui ne va pas. Donc, on cherche à comprendre l'enfant et on garde toujours en tête que l'enfant ne fait pas exprès. Est-ce qu'on pourrait dire ou accepter la proposition suivante? L'enfant fait toujours le mieux qu'il peut dans le moment présent avec le système nerveux qu'il a et l'état dans lequel il est. Est-ce que ça serait une façon de... Outre que oui, ça existe des vrais caprices et tout ça, mais si dans le moment présent, c'est ce comportement-là qui sort, c'est que c'est tout ce que l'enfant peut nous donner. Il n'est pas capable de faire une résolution de problème et toi, tu n'es pas capable de parler parce que moi, j'arrête pas. Exactement. En fait, c'est ça, c'est deux choses. C'est que moi, je vais essayer de faire du mieux que je peux, mais il y a l'environnement en fait qui interagit. OK. À un enfant, si pendant qu'il est en train de faire ses devoirs, il sent que là, ce soir, au menu, c'est lasagne et c'est burger et c'est frites, bah oui, forcément, en fait, c'est possible quand même que ça soit un tout petit peu bâclé parce que derrière, il a vite envie d'aller manger. Si pendant qu'il est en train de travailler, il y a le petit frère, la petite sœur qui est en train de jouer à un jeu que lui aussi, il adore, évidemment que forcément derrière, ça sera bâclé, qu'il n'aura pas écouté à 100%, qu'il n'aura pas fait les choses de façon vraiment... efficace. Donc ça veut dire que je fais du mieux que je peux en tant qu'enfant, mais il y a aussi ce que l'environnement m'apporte, me donne, me propose à ce moment-là. C'est ça. Mais dans le contexte de l'environnement où ça sent bon, il y a un enfant qui dérange à côté, c'est tout ce qu'il peut donner avec son évolution actuelle, ses fonctions exécutives actuelles. Donc à 7 ans, j'ai pas beaucoup de capacité d'inhibition encore et de volonté de dire je vais oublier la lasagne pour l'instant, mais ça nous dit par contre que quand on va analyser un petit peu plus le contexte, il y a des choses qu'on peut contrôler facilement, comme que le petit frère joue pas à côté, ou que si on apprend, on sait que l'enfant est dérangé par les bonnes odeurs, on trouve une façon de cuisiner à un autre moment ou de faire qui les travaux. Qui ne dérange pas forcément. Mais c'est ça, on peut faire des adaptations. On peut faire des adaptations. C'est pas toujours l'enfant qui aura besoin de changer à court terme. C'est les deux, ça fait partie de l'enfant doit apprendre en fait à s'adapter, ça fait partie des apprentissages, et en même temps évidemment si on peut, là par exemple il y avait le bruit de la tronçonneuse, tu as fermé la fenêtre, donc tu as adapté l'environnement à ce que nous on était capable de produire. Donc s'il est possible de pouvoir aussi agir sur l'environnement, on le fait. Évidemment qu'un enfant aura du mal à travailler s'il y a 15 000 distracteurs qui sont autour. Si vous le mettez en plein milieu de Disneyland et que vous lui demandez de faire ses devoirs, ça sera difficile. Mais ça, c'est normal. Oui, mais on le fait des fois, hein? On apprend à le faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on le fait des fois, à demander ça à nos enfants, de faire leurs devoirs dans des contextes presque comme Disneyland, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parfois, en fait, on s'en rend pas compte. Mais alors, ça c'est parfait parce que du coup, ça sert de passerelle en fait, pour l'autre chose. C'est la notion de cadre. Donc là, on est dans les stratégies universelles pour que finalement, en fait, ça aille mieux au niveau du comportement et qu'aussi, on puisse peut-être de façon plus efficace percevoir si oui ou non il y a une difficulté qui serait cachée derrière ce trouble du comportement. En tout cas, cette difficulté au niveau du comportement. L'enfant a besoin de cadre. Souvent, en fait, on peut l'oublier en tant qu'adulte en se disant « Non, mais il sait faire, il est capable, il sait se réguler. » Non, il n'est pas capable de se réguler. Déjà, nous, en tant qu'adultes, on va avoir du mal parfois à se réguler. Donc, l'enfant a besoin de cadre, mais, tu l'avais dit aussi, bienveillance. Toujours avec de la bienveillance. On apprend quelque chose à un enfant, on lui explique quelque chose. On n'attend pas qu'il le sache comme ça, de façon naturelle. L'enfant, s'il a aujourd'hui à 4 ans, à 5 ans, il a un comportement adapté, c'est parce qu'il l'a appris avant. Il n'est pas né à 5 ans. Il a eu X mois avant l'âge de 5 ans et du coup, il a appris pendant toute cette période-là à avoir au fur et à mesure un comportement adapté. Et c'est ce qu'on fait aussi petit à petit lorsqu'on les responsabilise, lorsqu'on leur apprend en fait à gagner en autonomie. Typiquement, un enfant de 5 ans, c'est normal s'il est un peu timide et que du coup il n'allait pas dire bonjour à tous les invités. Par contre, si c'est un adolescent de 15 ans, on se dirait bah non, c'est inadapté. Il a 15 ans, il sait maintenant. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, on l'a fait venir un peu plus. On lui a dit tu sais quoi, c'est toi qui vas ouvrir la porte, c'est toi qui vas les accueillir, c'est toi qui vas aller leur servir à boire, à manger. Donc on leur a appris petit à petit en fait à les responsabiliser, à avoir un comportement qui va être de plus en plus adapté, en adéquation avec l'âge de la personne.
Donc la notion de cadre, mais toujours avec bienveillance. Sinon, il y a malheureusement ce risque, en tout cas c'est ce que je vois assez souvent, que l'enfant se braque totalement, qu'il se renferme sur lui-même. Et après ça, c'est pas bon parce qu'on n'obtient plus rien de lui. C'est toujours plus facile en fait de travailler avec un enfant qui est dans l'expression de tout, que ce soit ses émotions, son comportement, ses capacités cognitives, qu'un enfant qui va être dans la retenue de tout ça. Parce qu'après là, c'est à l'adulte de devoir aller constamment chercher mais qu'est-ce qu'il est capable, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce que ça a comme impact pour lui. Donc tant mieux si je préfère un enfant qui va avoir de gros problèmes de comportement dans l'expression qu'un enfant qui va être dans l'inhibition constante. Okay. C'est toujours plus difficile. Un autre point, par exemple, de stratégie universelle, passer du temps, en fait, tout simplement avec l'enfant. J'aime bien dire aux parents que partez du principe que le temps que vous ne passez pas avec votre enfant, quelqu'un d'autre le passe avec lui. Ce quelqu'un d'autre, ça peut être un adulte qui n'a pas forcément les mêmes valeurs que vous. Ça peut être la télé qui n'a pas forcément les mêmes valeurs et principes que vous. Ça peut être un camarade qui n'a pas forcément les mêmes valeurs et les mêmes principes que vous. Donc, lorsqu'on passe peu de temps avec l'enfant, bah oui, c'est sûr qu'en tout cas, il aura du mal à correspondre, en tout cas sur le plan comportemental, à nos attentes. Forcément, j'apprends un exemple cliché à ne pas mettre mes coudes sur la table. Moi, je ne mets pas par exemple mes coudes sur la table. Bah, si je mange jamais avec mon enfant, oui, le jour où je vais manger avec lui, il va mettre ses coudes sur la table. Mais parce qu'en même temps, j'ai pas passé de temps avec lui dans cette situation-là. Donc finalement, il faut aussi réussir à se dire, si je veux que mon enfant se comporte de telle façon, à moi aussi, ça paraît tout bête, mais en fait, il faut le faire, c'est à moi aussi de passer du temps avec lui pour lui montrer également ce que je pourrais attendre de lui parce que moi-même, je l'applique. Après, lorsque du coup, je disais aussi finalement passer du temps avec son enfant, ça tu l'avais dit aussi à juste titre, il faut aussi que ça soit des moments plaisants avec l'enfant. Lorsqu'on dit de l'éducation, c'est ça, parce que il y a certains parents qui disent mais non, mais si je passe du temps avec mon enfant, je fais les courses avec lui, ok, mais c'est pas un moment plaisant en fait pour l'enfant de devoir respecter une liste de courses et avoir cette contrainte-là que finalement nous on a en tant qu'adultes. L'enfant il n'a pas envie d'avoir ça. L'enfant il a envie de jouer, donc il faut s'intéresser au jeu, il faut s'intéresser au centre d'intérêt de l'enfant, et à ce moment-là ça devient des moments plaisants pour l'enfant. Donc on n'en fait pas des petits robots, ça reste des êtres humains qui encore une fois sont en plein développement, et du coup pour s'assurer que de plus en plus ils aient un bon comportement, qu'il n'y ait pas de problème, ça c'est pareil, on reste toujours dans on reste attentif parce que l'enfant par définition n'est pas capable de pouvoir normalement bien exprimer tout ce qu'il va ressentir, tout ce qu'il est capable de faire. Donc c'est à nous en tant qu'adultes d'aller voir, d'essayer de comprendre ce que l'enfant lui-même est en train de vivre, et on passe du temps et des moments plaisants avec l'enfant pour que l'enfant soit aussi le plus naturel possible. C'est on va faire tout plein d'observations en contexte de jeu. Lorsqu'on joue au Lego, par exemple, on va pouvoir voir que la frustration monte un petit peu parce qu'il n'arrive pas à placer la pièce ou qu'il y a de la difficulté à rester assis et qu'il gigote beaucoup et tout ça. En fonction des différents troubles, on peut observer plein de choses. Si on a un minimum, si on a un regard averti en fonction des différents troubles, l'exemple des Lego, est-ce que l'enfant utilise à bon escient les Lego ? Est-ce qu'en fait il passe juste son temps alors qu'il a 6 ans ou 7 ans, à simplement faire le contour des Lego avec son doigt sans rien construire ? Est-ce qu'il arrive à bien manipuler les jouets et en faire quelque chose ? Est-ce que par exemple il arrive à reproduire quelque chose en faisant en sorte que la production ressemble au modèle ? Est-ce qu'il commence un modèle et puis en fait ne va pas jusqu'au bout et on veut en faire un autre et en même temps passe son temps à faire encore quelque chose d'autre en fonction est-ce que vous lui proposez un jeu de Lego, il a 6 ans, non, il préfère construire son propre laboratoire et aller voir ce qui se passe par exemple sur la Lune. Donc autour en fait d'un moment de jeu. Donc, normalement, les enfants doivent comme avoir un temps de jeu. Il est possible de pouvoir observer tout plein de choses qui pourraient un petit peu alerter. On va pouvoir déceler davantage les particularités développementales au-delà d'observer les comportements difficiles qui en résultent.
Oui. Parce que si on les voit dans les contextes positifs où l'enfant est heureux, c'est beaucoup plus parlant pour nourrir des observations.